J'espère que vous êtes toujours en forme. On attaque la deuxième table ronde de cet après-midi, l'avant-dernière de cette journée. Entraîner des modèles qui consomment l'équivalent d'une centrale nucléaire pour générer des photos de chats en costume, est-ce bien raisonnable ? C'est une question auquel nos experts vont s'attaquer. Et pour cela, nous accueillons Jérôme Lucas en tant qu'animateur, CEO de Digital for Better et créateur d'un outil Frugger. Jérôme, je te laisse la main pour cette table ronde. Merci beaucoup Marie. Alors il est 14h30, c'est l'heure où en fait vous contrôlez plus rien, vous savez plus trop si vous allez faire la sieste ou écouter cette table ronde. Et ben ça va être un peu pareil, ça va être le sujet de cet après-midi. On va essayer de remettre sous contrôle tout ce qui se passe en matière d'IA, et donc ça va vous réveiller, j'en suis certain. Je suis ravi d'être là et je crois que mes trois acolytes sont aussi ravis d'être là sur cette thématique qui nous tient particulièrement à cœur à tous les quatre. Et déjà, je voudrais commencer par remercier le TechReady d'avoir mis cette thématique dans le programme de la journée. On a beaucoup parlé transformation assez massive de l'IA depuis ce matin et essayer de faire un petit pas de côté, on va dire, sur ce sujet cet après-midi. On a prévu en fait d'organiser cette table ronde sur trois thématiques. Une première thématique, on va essayer de définir qu'est-ce que ça veut dire l'IA responsable. Ensuite, on a prévu de parler un peu de la réglementation autour de l'IA, en Europe en particulier. Puis on terminera par quelque chose qui fait beaucoup parler, je crois, tout ce qui tourne autour du Shadow IA, la gouvernance, Fantôme notamment. Donc je suis super content d'être accompagné par trois personnalités qui sont super engagées, et donc je crois qu'ils ont plein de choses à dire. Et comme j'ai déjà beaucoup parlé, je vais essayer de plus trop parler maintenant et leur laisser la parole parce qu'ils ont des choses passionnantes à nous dire. Alors déjà pour les présenter, je me permets de les présenter. Donc Naya, tu es freelance aujourd'hui, tu as monté ton entreprise, The Eye of Naya, avec le petit AI. C'est ça. Il va avec. Dès la naissance, c'était prévu. Tu es en fait anciennement chez LVMH, maintenant tu accompagnes les organisations sur la gouvernance de l'IA générative, le Shadow IA, tu en parles beaucoup. Et la conformité également autour de l'IA, Acte, la RGPD, la supervision humaine. Manaël, tu es chez Reply, tu es ESG et Ethical AI Manager chez Reply. Ça fait plus de 10 ans que tu accompagnes en conseil et tu conçois et déploies des programmes de transformation qui intègrent l'IA, le numérique responsable, l'IA éthique également. Et tu speaks régulièrement sur ces thématiques-là. Et Franck, de chez Scaleway. Franck, tu es Product Manager AI et Product chez Scaleway. Et tu as travaillé pendant 4 ans sur les cloud data et aujourd'hui tu es responsable des produits d'inférence chez Scaleway. Alors, pour commencer, en fait, j'aurais envie de vous demander à tous les trois en fait, une petite question. Souveraineté de l'IA, c'est quoi votre réflexe à chacun de vous trois? Infrastructure, éthique, gouvernance, un mot chacun. Qui veut commencer? Naya? Allez. Moi, forcément, ça serait gouvernance. Souveraineté, dès qu'on parle de souveraineté, on va parler de où sont placées les données, quelle infrastructure on utilise, quel fournisseur on va utiliser. C'est très bien, mais si on a tout qui est fait en Europe, prenons exemple, on est en avion, il a été construit en Europe, les pilotes sont européens. Si on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, comment on l'arrête, personnellement, je ne vais pas monter dedans. Pour l'IA, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est très joli, très beau. On a mis une petite étiquette et un drapeau sur l'IA, sauf que si on ne sait pas comment on l'arrête, qu'est-ce qui est fait, quels sont les dangers, ça peut poser problème. Donc pour moi, c'est plutôt la gouvernance qu'un autre mot. Manaël? Moi, ce sera plutôt la partie éthique. Et derrière la souveraineté, en fait, il y a la définition de l'IA. Quelle définition on veut lui donner? Donc, je ne sais pas si c'est maintenant qu'on discute de ce sujet-là. Après. Mais c'est une définition qu'il faut, à mon avis, intégrer dans notre quotidien. On a tendance à penser que l'écologie et l'éthique, ce sont des sujets qui sont side-off, alors qu'ils doivent être intégrés à la gouvernance et à l'opérationnel de chacun d'entre nous. Franck, qu'est-ce que ça t'inspire?
Effectivement, pour moi, forcément, ça va être aussi un peu la partie infrastructure, parce que ces modèles sont extrêmement capables, mais il y a énormément de choses à savoir pour les gouverner, pour comprendre comment ils fonctionnent, pour avoir des garanties de transparence et d'auditabilité derrière. Et en plus, évidemment, ces modèles sont exécutés sur des infrastructures qui sont tangibles. Il y a des API que les gens appellent, évidemment, ça peut paraître très virtuel, c'est une conversation, mais derrière, il y a des machines qui tournent, et avec forcément des consommations électriques, enfin, des impacts dans le monde physique qui sont significatifs et qu'il est important de prendre en compte. Alors, si on commence dans la première thématique et on va définir qu'est-ce que ça veut dire l'IA responsable, alors, j'ai une définition qui vient de l'Institut du numérique responsable. L'Institut du numérique responsable dit une IA responsable, elle est censée respecter les 3 U, le caractère utile, utilisable et utilisé d'une IA. Elle crée de la valeur sociale, économique et environnementale. Elle doit être conçue de façon sobre et contribue à réduire les impacts négatifs. Alors Franck, peut-être une question pour toi pour commencer. Une IA responsable, avant tout, c'est juste stocker ses données en Europe ou c'est plus que ça? Et évidemment, c'est déjà mieux de les stocker en Europe et d'assurer que les services sont assurés par des compétences en Europe pour pouvoir être autonomes sur notre destin petit à petit. Mais évidemment, ce n'est pas suffisant. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de regarder vraiment toute la chaîne de valeur et d'être sûr qu'elle soit vraiment transparente et auditable, en partant de la collecte des données qui servent à l'entraînement, de l'entraînement des modèles, puis ensuite sur la partie exécution, inférence, jusqu'au cas d'usage final. Effectivement, sur tous ces aspects de la chaîne de valeur, il y a énormément à faire pour assurer cette responsabilité. Par exemple, côté Scaleway, on le fait sur nos offres de services de modèles en paper token qui sont disponibles. On est transparent, on va être parmi les premiers, je pense, dans quelques semaines à même fournir, par exemple, l'impact environnemental par token pour tous les modèles qu'on fournit. Donc il faut que chaque acteur puisse le faire sur sa partie de chaîne de valeur. Et le dernier aspect que je rajouterais, qui n'est pas forcément lié exactement à cette définition de responsable, mais qu'on a tendance un peu à négliger, et je pense qu'il faut que les solutions qui se disent responsables soient aussi viables économiquement, qu'elles soient compétitives, parce que ce qu'on voit, c'est que ça peut être un différenciateur, mais une solution qui coûte 10 fois plus cher va forcément prendre du retard sur le marché, et sur des enjeux qui sont aussi conséquents à l'échelle mondiale avec une course permanente, il faut réussir à trouver un juste compromis entre les deux pour garder quelque chose de responsable mais de pérenne, et qu'on n'ait pas besoin de perdre ces aspects-là. Ok, Manaël, pour toi, une IA, ça peut être souverain techniquement et irresponsable éthiquement? Alors ça peut tout à fait être souverain techniquement et absolument pas responsable. Quand on est dans l'opacité, dans l'impossibilité de pouvoir mesurer l'impact environnemental de l'IA, est-ce qu'on est vraiment dans une pérennité, une durabilité du modèle? Je ne pense pas. Et c'est la différence que je ferai entre les deux mots. On en discutait avec certains d'entre vous ce matin. Pérennité et durabilité ne veulent absolument pas dire la même chose. On peut tout à fait être pérenne sans être durable. Donc derrière cette définition de l'IA responsable, qui inclut l'éthique et la durabilité, tu l'as dit, il y a les 3 U. Il y a aussi ces 3 piliers qui les rejoignent, qui est de s'assurer que on parle d'IA responsable lorsque l'IA crée de la valeur économique, sociale et environnementale, et j'insiste sur la partie économique. C'est pour ça que tout doit être intégré. Ce n'est pas une direction ESG ou des objectifs sociaux, environnementaux au sein d'une direction. C'est intégré dans le modèle. C'est une IA qui réduit l'impact environnemental, économique et social. Et c'est une IA qui, de facto, dès la phase d'idéation, a été définie de façon éthique, environnementale et avec un impact positif économique. Donc il y a vraiment ces 3 piliers-là qui rejoignent en effet la bulle du numérique responsable. Et je terminerai en rappelant qu'en 2021, le numérique, c'était 4,4% des émissions de gaz à effet de serre. C'est plus que l'aviation. On estime que ça va être multiplié par 25 d'ici quelques années. Donc se pose aujourd'hui, dès aujourd'hui, un arbitrage de nos ressources, d'énergie renouvelable, de consommation de nos ressources et de fabrication de nos équipements. Parce que derrière tout ça, il y a notre consommation d'eau, notre consommation d'électricité. Et il va falloir qu'on se pose la question entre ce qu'évoquait Marie sur les petits chats qui dansent le flamenco versus arroser nos champs cet été pour qu'on puisse manger. Donc
voilà derrière l'IA éthique et durable, la définition que je mets. C'est bien plus vaste. Merci Manaëlle. Et Naya, alors quand on a préparé cette table ronde aujourd'hui, tu écrivais dans ta préparation que les entreprises, pour faire bien, on va dire, elles prennent un seul critère et puis elles en font une preuve de responsabilité. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Est-ce que c'est suffisant autour de l'IA responsable? Je pense qu'il faudrait partir déjà de pourquoi j'ai quitté LVMH pour me lancer sur la gouvernance. Parce que moi, j'ai passé 5 ans à coder, 5 ans à voir tout ce qui se passait derrière et me rendre compte qu'on voulait juste de la vitesse et de la performance et on ne regardait pas tous les dangers qu'il y avait à côté. Actuellement, oui, quand je vais faire des audits chez des clients, que je leur demande qu'est-ce qu'ils mettent en place, qu'est-ce qui est responsable, l'une des premières réponses, c'est soit on a un cloud qui est en Europe, soit on a des fournisseurs qui sont en Europe, soit on a la fameuse phrase « on a une chartia ». La fameuse chartia qui est un PDF que personne n'a jamais lu, qui a un petit logo sympa, qui ne sert clairement à rien. Et ça, c'est pas avoir de l'IA responsable. Moi, j'aime bien dire que l'IA, actuellement, je considère ça comme une grosse marmite. Tout le monde met un peu ses potions, on ne sait pas trop ce qu'on met dedans jusqu'au moment où ça explose. Donc une IA responsable, c'est savoir déjà principalement comment on l'arrête, ça quasiment personne ne le sait, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on a comme log, qu'est-ce qu'on fait avec, quelles sont les données qu'on utilise. Et on va toujours s'arrêter sur des choses basiques et pas aller beaucoup plus en profondeur. Donc l'IA, c'est une vraie innovation, mais l'IA, c'est aussi un vrai danger. Et la responsabilité de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Actuellement, les clients, quand je parle avec eux, ils mettent de l'IA parce qu'ils veulent faire comme les voisins et pas être dépassés. Ils ne savent même pas vraiment pourquoi ils en mettent. Donc tout ce qui est gouvernance, tout ce qui est responsabilité, c'est à des années-lumière d'eux. Donc il faut déjà se poser la question pourquoi on le fait. Si on le fait ou pas, on ne va pas se mettre à tout automatiser juste pour dire qu'il faut automatiser des choses. Déjà savoir pourquoi on automatise et pourquoi on n'automatise pas. Et après savoir comment on le fait. Merci. Donc en synthèse, dans l'IA responsable, on va retrouver une dimension de souveraineté technologique, on va y retrouver une dimension d'éthique, d'impact humain également, et puis de gouvernance à l'échelle pour en fait faire les bons choix pour en fait la pérennité en fait d'un business model, peut-être aussi d'une entreprise. Tout à fait. Et surtout savoir pourquoi on met de l'IA, pas juste mettre de l'IA pour faire joli en fait. Et actuellement, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup juste vouloir faire de l'IA pour faire comme les autres, pour ne pas se sentir dépassé. Mais on n'a pas besoin de tout automatiser dans la vie. Alors, je voudrais passer au thème 2, parce que je vois que l'heure tourne. On a plein de choses à dire. Le thème 2, en fait, était plutôt tourné autour de la réglementation de l'IA Act en particulier, à l'échelle européenne. Alors, il y a eu un premier cadre mondial en 2024, avec des interdictions, des éléments applicables depuis février 2025, et puis une application progressive jusqu'en 2027. Alors, comme tu le dis, Naya, 2027, ça va, c'est peut-être encore un peu loin. Ça laisse encore à certains de pouvoir faire semblant en attendant. Manaëlle, l'IA Act, pour toi, c'est quoi? C'est un garde-fou ou c'est un risque de compliance washing? Comment tu vois les choses? Est-ce que ça peut être un levier de confiance aussi, plutôt qu'une obligation pour les entreprises? Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de compliance washing à partir du moment où on met en place un flotteur que tout le monde doit respecter? Alors, pour les entreprises, les grandes corporates, c'est pas si facile que ça d'être compliant, parce que derrière la compliance, on parle en fait des nouvelles réglementations comme l'AI Act, qui est beaucoup dans les services compliance et IT, mais il y a aussi la CSRD qui est plutôt du côté des directions ESG. Donc, tout ce petit monde-là qui ne se parle pas, très concrètement, va devoir commencer à casser les silos, coopérer et commencer à être plus orienté data. Et on n'améliore que ce qu'on mesure. Donc finalement, ce côté compliance, même si les acteurs engagés trouvent que ce n'est pas encore assez, ça a déjà le mérite d'exister. Donc en effet, garde-fou. Compliance washing, oui aussi, si on s'en contente. C'est-à-dire qu'on ne devient pas durable en étant juste compliant. Non, tu ne fais que te contenter de respecter les réglementations qui te sont imposées. Je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Et pour celles et ceux qui sont sensibles à la philosophie, la sociologie, il y a Boris Cyrulnik qui a défini la résilience, qui est auteur et qui est aussi quelqu'un qui dit que le progrès ne va jamais sans impact. Voilà, il y a toujours un prix à payer. L'IA, pour moi, c'est un formidable levier de durabilité.
C'est ce qui peut aussi nous permettre de réduire considérablement un impact environnemental ou de pouvoir nous aider à faire des progrès à l'échelle sociale, notamment à l'échelle de la médecine. Tel que c'est fait actuellement, c'est plutôt ce qui accélère notre perte. Pourquoi ? Parce qu'on est un petit peu comme l'humain devant la roue et le feu, on en parlait hier soir. On est devant notre super innovation, là, on a envie de jouer avec notre nouveau jouet, mais on ne sait pas comment faire, déjà pourquoi on le fait, comment on le fait et qu'est-ce qu'on va faire vraiment. Pour celles et ceux qui suivent Rémi Maron sur les réseaux, qui est très engagé pour le numérique responsable, Rémi rappelait l'autre jour que 95% des projets IA fail en entreprise. Bon, alors on pourra toujours discuter un chiffre, il n'empêche qu'aujourd'hui, ce chiffre reste vrai. Donc, apprivoisons ce jeu, connaissons les règles du jeu pour pouvoir s'éclater à l'intérieur et surtout reprendre le pouvoir sur la matérialité de l'intelligence artificielle. Quand je parle de matérialité, c'est justement savoir mesurer, être orienté data pour pouvoir décider de ce qu'on veut faire de cette belle innovation qu'on a entre les mains sans que ça nous fasse péter la marmite, comme tu le dis si bien. Et alors, j'ai l'impression que ça va surtout être les grandes entreprises qui vont s'emparer de l'aspect réglementaire, ou je pourrais même presque parler de la contrainte réglementaire pour un service bénéfique qu'on attend derrière. Quelque part, qu'en est-il des entreprises de taille intermédiaire, des PME, voire des très petites entreprises? Est-ce que ça aura un effet rebond sur elles derrière? Toi, Naya, une PME de 50 personnes qui utilise un LLM pour ses devis, est-ce qu'elle est concernée? Est-ce qu'elle a moyen de se mettre en conformité? Est-ce que c'est quoi le sujet pour elle? Ça concerne absolument tout le monde. Et comme tu as parlé, voilà, ça a encore été décalé à 2027, même s'il y a quand même des choses qui seront en août 2026. Donc actuellement, tout le monde se dit c'est bon, on a le temps. Sauf que si on crée un projet maintenant, sans responsabilité, sans gouvernance, c'est bien, on dépense 10 000 €, dans 2 mois, on devra tout refaire. Donc ça concerne tout type de personnes et c'est pas qu'une question de est-ce qu'on aura une amende, est-ce qu'on n'aura pas une amende. C'est aussi en fait une sécurité pour les utilisateurs, une sécurité pour l'entreprise. Alors peut-être que ça sera plus compliqué pour une PME parce qu'il y a moins de moyens, il y a moins de personnes qui sont là pour tout gérer, mais il faut que tout le monde se mette à la page. Ça ne sera pas que les grands groupes type Google, Meta et quoi qui seront mises à la page par l'IACT, ça sera toute personne. Et au-delà de juste... je remarque qu'en France, tant qu'il n'y a pas le chéquier qui sort, on ne va pas s'interroger sur tout ce genre de problèmes. Donc tant qu'il n'y aura pas les premières amendes, personne ne va se sensibiliser sur ce sujet. C'est le gros problème qu'on a en France. Et actuellement, je trouve qu'il y a plus une guéguerre entre USA, Chine et France pour essayer de mettre plus d'IA. Et donc tout ce qui est gouvernance, responsabilité, éthique et compagnie, on ne s'y intéresse pas. Et ça m'avait une remarque. Est-ce que selon vous, c'est pas l'humain qui est un peu mis de côté dans tout ça, dans les entreprises, quelle que soit la taille d'ailleurs de l'entreprise? L'humain est mis de côté, oui, non. Le problème, c'est surtout, donc ça dérive un peu de ce qu'on parle, c'est qu'on est tous en train de perdre notre conscience aussi. Et ça, je pense qu'on n'en a pas assez parlé. C'est qu'en fait, vraiment, là, voilà, comme tu as pu dire, on est un joujou entre les mains. On ne sait pas pourquoi on fait plein de choses, mais on est juste en train de s'oublier à l'intérieur. Et pour le coup, oui, l'humain disparaît un peu. On parle beaucoup du fait qu'on perd nos emplois. Je ne pense pas que c'est ça forcément le problème. On n'est même pas en train de perdre nos emplois, on est en train de changer la manière dont on travaille, mais on est surtout en train de perdre notre manière de réfléchir, notre manière d'avancer, notre moyen. Dès qu'on a l'IA, on va lui demander au départ, aide-moi à faire ça, puis aide-moi à réfléchir à ça, puis donne-moi une version de ça, aide-moi à faire ci, ça et l'autre. Et en fait, on est en train d'atrophier notre cerveau. Et je pense que ça, on l'oublie. Et si on ne met pas de sécurité dessus, on va de plus en plus mettre nos connaissances dedans, entraîner sur nos connaissances et juste oublier de réfléchir. Et un peuple qui réfléchit plus, c'est un peuple qui est soumis. Et ça, je pense qu'on l'oublie un peu trop. Franck, côté Scaleway, cloud souverain, l'IACT, c'est quoi pour vous? C'est un avantage concurrentiel ou c'est une contrainte par rapport au marché international? Aujourd'hui, c'est, on va dire, plutôt un cadre réglementaire avec perçu comme une contrainte sur certains aspects. C'est pas encore, mais parce qu'à cause des délais qu'on a évoqués, hein, c'est pas encore un facteur de décision pour les entreprises pour choisir un acteur qui soit compliant AI Act. Dans tous les cas, une bonne partie de la compliance à l'AI Act incombe à différents acteurs sur la chaîne de valeur, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc il y a énormément de choses supplémentaires à respecter. C'est plus une contrainte, mais néanmoins, en termes d'état d'esprit,
je pense que c'est une réglementation qui a été conçue avant les LLM, et c'est intéressant de voir que, si on résume quand même quelques-uns des principes, ça va être de ne pas faire n'importe quoi, globalement, d'un point de vue sociétal, avec une IA, et d'être responsable d'un point de vue rendre des comptes si les systèmes qu'on conçoit ne sont pas justes socialement, ne respectent pas les règles. Ce n'est pas une IA qui sera tenue pour responsable. Et ça, je pense que pour l'instant, d'un point de vue réglementaire en tout cas, ça a plutôt été évité. Je pense qu'on ne souhaite pas que des choses dramatiques arrivent et qu'on dise bon bah non, c'était la boîte noire, c'est pas ma faute. Il faut forcément qu'il y ait un humain qui soit responsable des conséquences physiques des actions qui ont lieu dans le monde réel. On ne peut pas imaginer une société qui soit différente là-dessus, je ne pense pas. Par contre, une des bonnes nouvelles qui est arrivée, que je trouve intéressante, c'est que si on rentre dans le détail de certains des critères de l'AI Act, il y en a un, par exemple, qui est que les générations d'images, par exemple, ou de contenu vidéo, doivent pouvoir être authentifiées comme ayant été générées par de l'IA. Avec un système, on s'est formulé en disant qu'il fallait un système automatique puisse le faire. Et ce qui est marrant, c'est qu'on constate que, par exemple, YouTube a mis plus d'énergie et a déclaré très récemment, il y a quelques semaines, qu'ils vont afficher les images générées par IA de manière plus claire. Et je pense que c'est arrivé parce qu'en fait, à cause de la surabondance de contenu, finalement, des acteurs qui ne sont pas toujours pour ces réglementations, finalement, commencent à mettre en place des mesures qui étaient demandées réglementairement, parce que ça permettait des campagnes de désinformation, par exemple, parce que ça dégradait aussi l'expérience utilisateur. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des cas de figure, ça n'arrive pas si souvent que ça, où finalement le réglementaire a même été anticipé sur quelques points, parce que le mésusage de l'IA avait un impact en fait sur l'expérience utilisateur. Et c'est intéressant de voir qu'il y a quelques cas de figure comme ça où ça revient. Je pourrais juste répondre sur les images. Alors c'est très bien, sauf que les images, c'est détecté par l'IA parce qu'il y a un petit watermark qu'on ne repère pas à l'intérieur. Sauf qu'on reprend cette image, on charge juste une petite couleur sur le canevas, c'est plus détecté comme une IA. Donc il y a quand même beaucoup de travail à faire encore de ce côté-là, c'est hyper facile de passer outre ça. Oui, alors après on peut rentrer dans le détail, oui, mais effectivement c'est le jeu du chat et de la souris, oui, mais qui existe dans tous les domaines, hein, dès qu'il y a une innovation technique, il y a des contre-mesures. Et effectivement, c'est aussi une incertitude réglementaire qui n'est pas évidente pour les gens qui sont dans ce domaine-là, parce que quel est l'effort qui doit être mis pour être sûr que le watermark ne soit pas trouvable. Mais c'est déjà, ce que je veux dire, c'est qu'au moins dans la partie UX, il est affiché. Mais effectivement, c'est extrêmement compliqué et il ne faut pas que ce soit contournable trop facilement pour juste se dédouaner en disant j'ai changé un pixel. Mais bon, quand on regarde, il y a quand même eu des améliorations. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça va s'améliorer parce que c'est dans leur incentive financier de le faire. Sinon, ils vont perdre leurs usages sur la plateforme. Et c'est ça que je trouve intéressant. Ils vont devoir jouer à ce jeu du chat et de la souris et ne pas être uniquement contraints réglementairement de dire bon, je vais faire un peu d'effort, mais en fait, ça ne marche pas. Merci. Donc, si je comprends bien, en fait, la contrainte réglementaire ne doit pas être perçue comme une contrainte par les entreprises, c'est plutôt une obligation pour elles, pour leur pérennité, pour leur survie dans le futur, si en fait elles n'attachent pas un minimum d'attention, on va dire, au coût, à l'impact éthique de l'usage des outils d'IA, à l'impact humain associé à ces usages-là également. Je pense qu'il y a aussi un petit aspect concurrentiel quand on parlait des PME, c'est les personnes, quand il y aura deux boîtes différentes qui devront bosser pour une grande boîte, la personne qui aura commencé à se poser les questions de gouvernance, de responsabilité et tout, aura plus facilement la chance d'avoir un contrat que celle qui n'aura rien fait. Donc il y a aussi ce petit challenge de se dire si on commence à mettre en place ça dans nos petites entreprises, on aura plus de chances d'avoir un contrat. C'est la petite carotte au bout. Petit élément différenciateur. Je vous propose de passer à la troisième thématique autour du Shadow IA et la gouvernance fantôme. Alors, 59% des outils qui sont utilisés sont non approuvés dans les entreprises. 75% des personnes y ont partagé des infos qui sont sensibles à l'entreprise. Et on saisit pour 93% d'entre eux des informations sans approbation. Ça, c'est des études qui ont été faites. En gros, la meilleure gouvernance, c'est laisser votre salarié faire du chat GPT en cachette sur son téléphone perso pour faire des requêtes sur des données de l'entreprise. Naya, le Shadow IA, c'est un symptôme d'un échec managérial, réglementaire, ou c'est l'offre technique qui est pas au niveau ? Le Shadow IA, au final, c'est le petit bébé du Shadow IT qu'on avait il y a quelques années. La différence que le Shadow IT, il fallait quand même s'inscrire, faire quelques petites magouilles pour pouvoir arriver sur le logiciel. Shadow IA, c'est très facile. On prend le portable, on fait 2-3 manips, on y est. Le truc, c'est qu'on sait que c'est la première publication que j'ai fait en novembre, c'est sur ça que je me suis fait connaître. Ça a fait un gros boom. Alors qu'en soi, c'était un peu pour les gens de taper sur les
employés comme quoi ils faisaient ça, que c'était pas bien et tout. Mais en fait, c'est plus question d'un problème managérial, c'est-à-dire que la plupart des temps, les équipes vont demander à ce qu'on leur mette en place des outils. La réponse est toujours c'est en développement. Sauf que le mot c'est en développement, ça se situe entre bientôt et jamais. C'est plutôt proche de jamais. Donc forcément, si on leur donne pas les outils, ils font avec ce qu'ils ont. Moi, je sais que je travaille beaucoup avec la médecine. Les médecins me le disent, ils me disent, mais en fait, on leur demande de nous donner ça, de nous donner des règles, de nous aider à avoir des outils qui sont plus faciles à utiliser. Et en fait, on leur donne jamais. Forcément, ils vont au plus simple. S'ils ont une deadline qui est proche, ils vont aller au plus simple. Et parfois, quand on leur donne des outils, on leur balance un outil, on leur explique même pas comment on peut l'utiliser. Ils n'ont pas le temps en fait de chercher à comprendre. Ils vont au plus facile. Donc c'est pas l'employé qui veut faire mal. Il se lève pas un matin en se disant allez, je vais aller casser mon entreprise, je vais aller balancer les données de mon client. C'est juste qu'en fait, ils font avec ce qu'ils ont, avec les moyens qu'ils ont, et on leur donne pas les moyens qu'ils ont besoin. Franck, l'offre souveraine européenne, elle n'est pas assez simple, elle est rapide, elle n'est pas assez séduisante, c'est vrai tout ça? Je pense pas, je pense qu'il y a effectivement deux questions derrière. Je pense qu'il y en a une première qui va être est-ce qu'on ne peut pas quand même adresser 80% des usages avec un modèle, même s'il y a un petit écart, même si d'un point de vue purement benchmark, ce modèle a 3 ou cette solution a 3 à 6 mois de retard, parce que ça avance très très vite. Donc ça fait que ça évolue rapidement, mais en même temps, le retard par définition n'est pas gigantesque. Et je pense qu'aujourd'hui, pour 84% des usages, les briques sont là. Enfin, on a des acteurs qui entraînent des modèles tels que Mistral. De notre côté, on propose de l'hébergement de modèles donc par des entreprises européennes en Europe. Donc il y a des briques, ça permet de le faire. Après, par rapport au Shadow IA, ce qui est difficile, c'est qu'effectivement, si les accès ne sont pas bloqués et qu'il n'y a pas d'outils comme Internet derrière, forcément, il y a une incentive immédiate à aller utiliser ces outils. Et cet usage, il va aller forcément vers les 2-3 acteurs les plus connus du marché, donc les 2-3 leaders. Et la question à se poser, c'est peut-être plutôt parfois, pourquoi est-ce qu'on n'a pas aussi ces leaders avec des solutions qui pourraient développer des solutions adaptées aux entreprises très simples, qui permettent d'être déployées. Parce que s'il faut refaire le travail à chaque fois d'entreprise, forcément, il y a toujours quelques mois supplémentaires pour analyser les risques, comprendre dans quelles conditions ça va te faire, contractualiser. Et les acteurs qui sont leaders, notamment les solutions SaaS ou B2C, peuvent le faire plus rapidement parce qu'ils n'ont pas du tout le même modèle économique. Et je pense qu'on est dans le bon sens de l'histoire en reprenant un peu notre destin en main, en construisant ces acteurs, en les aidant à se développer. Mais il faut qu'on continue à le faire puisqu'il faut avoir des solutions qui sont concurrentes. Évidemment, sur les secteurs critiques, ça ne suffit pas. Il vaut mieux... si le risque c'est de perdre toutes les données sensibles de l'entreprise, je sais qu'il y a quelques acteurs comme des banques par exemple qui avaient bloqué les URL très vite parce qu'ils se sont retrouvés au bout de quelques jours après le lancement de chatbots très connus que le chatbot connaissait mieux leur base de code que leurs propres développeurs. Et donc il y a beaucoup de gens effectivement qui se sont retrouvés avec ces données confitées. Mais le blocage n'est pas suffisant. Il faut évidemment réussir à suivre le marché en Europe là-dessus. Manaël, je suis curieux d'avoir ton point de vue sur le Shadow IA. Pour toi, c'est un signal positif, tout ça? Il y a toujours du positif dans chacune des situations. Et l'IA, on ne pourra pas aller contre. Je veux dire, ça fait partie d'une révolution culturelle, économique, organisationnelle. On va devoir adapter l'IA et adopter et adopter. Donc oui, le Shadow AI est une bonne nouvelle dans le sens où ça veut dire que ça intéresse les salariés, les citoyens, les entreprises. Encore une fois, ça peut être un super levier de transformation digitale et durable en faveur de la durabilité, à condition que ça fasse partie des prérequis, bien sûr. Sans ça, ça veut dire que ça va nous revenir en pleine tête après. Ce qui est une moins bonne nouvelle, c'est qu'encore une fois, on se dédouane de notre responsabilité. Et Alexandre en parlait très bien ce matin. D'ailleurs, je suis ravie que ça fasse partie de son manifesto et j'aimerais bien lui proposer qu'on le fasse évoluer pour aller encore plus loin dans cette définition de la responsabilité qui relève de la responsabilité des entreprises de donner l'espace, les moyens et les outils aux salariés d'incarner le changement qu'ils souhaitent voir au sein de l'organisation. Mais aussi rappeler la responsabilité que nous, on a en tant que citoyens. Et je reviens sur le rapport Brundtland, 87, définition des objectifs de développement durable et du développement durable au sens large, c'est pouvoir subvenir à nos propres besoins sans mettre en danger ceux des nouvelles générations. Alors vous me direz, oui Manaël, tu es très sensible à ça en ce moment.
Oui, j'attends une bonne nouvelle, mais ça fait 10 ans que je travaille sur ces sujets-là. Le numérique responsable, je m'y suis penchée quand même assez tôt pour pouvoir me rendre compte que du prisme de l'ESG, donc la fameuse direction dont je vous parlais tout à l'heure, c'est très difficile de pouvoir avoir accès à ces informations si on ne travaille pas main dans la main avec les équipes IT et a fortiori AI. Et quand on fait partie des équipes IT et AI, c'est marrant, une fois par an, on nous demande de calculer ce que contient notre système d'information. Et là aussi, c'est un peu compliqué à donner comme data du côté ESG. Donc on en revient à la transformation. Le shadow AI, c'est peut-être une conséquence qui relève d'une cause qu'on n'a pas encore traitée. Et donc ça nous permet de rappeler la transversalité de l'intelligence artificielle, parce que ça ne dépend pas seulement de l'IT, ça dépend aussi des sujets compliance, finance, ESG, RH, bien sûr. Et je pense que ce sujet-là devrait être beaucoup plus transversal qu'il ne l'est traité aujourd'hui. Et du coup, en fait, ça va générer de la dépendance. Et en face de ça, on entendait parler d'ailleurs tout à l'heure dans la table ronde d'avant, les coûts qui explosent à l'usage. Mais finalement, est-ce que c'est pas une bonne nouvelle que les coûts explosent? Alors, ils vont peut-être tous me sauter dessus, mais qu'est-ce que vous en pensez? La dépendance, en soi, on a toujours eu de la dépendance. Il y a des entreprises, on leur élève Excel, ils sont perdus. Donc moi, je ne pense pas que c'est la dépendance à l'outil le plus gros problème, c'est la dépendance intellectuelle qu'on est en train d'en faire. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, ils n'arrivent plus à rien faire si on leur enlève l'IA. J'en vois des fois, quand il y a Claude qui bug ou des choses comme ça, ils sont perdus, ils ne peuvent plus travailler. C'est grave quand même. On est en train de déléguer tout notre savoir, tout notre savoir-faire à des machines qui, du jour au lendemain, ça se trouve, elles ne vont plus marcher. Et dans ce cas-là, on fait quoi? On revient à, jouer avec des cailloux et on ne fait plus rien, on n'avance plus. C'est plutôt la dépendance intellectuelle en fait qui est en train de vraiment devenir importante, et surtout aussi pour le futur, pour nos futurs enfants, ton futur bébé, qu'est-ce qu'on va leur offrir en fait? On va leur donner quelque chose où on n'arrive plus à réfléchir, où on est lobotomisé parce qu'il y a de l'IA. Donc c'est cette dépendance plus cognitive de réflexion qui est plus inquiétante que la dépendance infrastructure, coûts et compagnie. Ok. Alors, pour conclure, une dernière question, ou presque dernière question que j'ai envie de vous poser. Si dans 5 ans, l'IA européenne, elle est souveraine, mais elle est opaque, elle est biaisée, elle est mal gouvernée, au final, on aura gagné quoi en Europe? Qu'est-ce qui veut se manifester? Allez, j'y vais. Mais je pense que l'objectif est quand même que la réglementation européenne respecte, on va dire, la volonté de la société. Donc je pense que j'espère en tout cas que ça ira vers plus de transparence et de responsabilité autour de l'IA. Donc si un des avantages même dans ce scénario, c'est que si les solutions sont gérées et conçues en Europe, normalement la réglementation devrait s'appliquer. C'est beaucoup plus facile de le faire que sur des acteurs extra-européens qui peuvent avoir un kill switch ou arrêter le service ou ne pas se soucier de cette réglementation. Donc c'est déjà mieux, mais évidemment, il est souhaitable que l'Europe continue à être, je pense, un peu pionnière dans ce domaine sur la réglementation de l'IA et que les entreprises soient évidemment responsabilisées. Donc les actes, sans doute peut-être d'autres choses après. Donc c'est pas suffisant, mais c'est déjà une condition nécessaire, je pense, pour aller dans cette direction. Manaëlle ? On aura gagné un tampon de plus dans le passeport, mais Génial. Non, si je dois le formuler de façon plus positive, en vrai, au-delà du petit tampon qui en fait fait joli mais ne sert pas à grand-chose, je suis quand même d'accord avec toi, c'est un progrès. Mieux vaut avancer d'un petit pas que pas du tout, tout simplement parce qu'on a conscience que les startups, les PME, les entreprises ne peuvent pas changer du jour au lendemain. Je veux dire, vous demandez à n'importe qui dans la salle qui mange de la viande tous les jours de devenir végétarien. La seule réaction qu'on va obtenir, c'est un non, je ne le ferai pas. On ne devient pas éco-friendly du jour au lendemain et on ne devient pas responsable du jour au lendemain. Donc finalement, le faire step by step, de façon spécifique, mesurable, atteignable, time-boxée, objectif SMART. A priori, vous êtes tous familiers avec les OKR ou les objectifs SMART. C'est quand même plus productif que de ne pas avancer du tout. Maintenant, est-ce qu'on doit s'en contenter? Non. Et ce type de réglementation, ça permet
au moins à ceux qui sont prêts à avancer tout de suite, de prendre de l'avance. Parce que lorsqu'on vient à la définition de l'innovation, innovation vol d'oie sauvage, certes, ça coûte très cher au début. On a l'impression d'être un petit peu le seul à se battre contre des moulins à vent. Mais en fait, ça va nous permettre d'anticiper des coûts futurs, de limiter les risques. Et donc, tu le disais tout à l'heure, d'être plus compétitif le jour où il va y avoir un vrai choix à faire. Et ça marche à l'échelle de l'IT, mais ça marche aussi pour tous les autres types de régulation, que ce soit les pesticides et autres. Donc, je trouve ça intéressant de se dire que voilà, c'est une pierre à l'édifice, mais que ce n'est pas suffisant. En tout cas, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, parce que très vite, tout le monde sera au diapason, et il faudra faire la différence autrement. Naya ? Je pense qu'ils ont déjà dit la plupart des choses, mais je pense qu'il manque aussi, c'est peut-être qu'ils expliquent aux Français pourquoi ils mettent ces règles en place, parce que moi je vois, dès que je parle de IA, de gouvernance et tout, je passe pour la rabat-joie et celle qui va à contre-courant. Donc peut-être que si pour une fois la France expliquait pourquoi elle met des lois en place, pourquoi elle fait des choses, ça serait mieux adapté. Le problème qu'on a quand même, c'est que l'IA Act, c'est européen, et qu'actuellement, c'est déjà les pays entre eux en Europe qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc déjà, peut-être qu'il faudrait voir ensemble comment on avance, parce que là, ça se jette la pierre. Et après, on commencera à avancer. Mais comme vous dites, le fait d'avancer step by step, c'est peut-être mieux qu'aller à fond comme États-Unis et Chine. Mais il va quand même falloir avancer de plus en plus vite pour arriver à quelque chose qui est quand même assez sécurisé, avant que ça soit allé déjà trop vite dans l'innovation et qu'au final, on ne sache plus comment tout commencer à sécuriser. Si on va trop vite et nous, à côté, la régulation, elle va trop doucement, pour rattraper le décalage entre les deux, ça risque d'être très compliqué. Donc, finalement, la définition que je disais tout à l'heure de l'INR, associer la valeur économique innovante d'une entreprise tout en ayant une démarche de responsabilité, le caractère utile, utilisé, utilisable des outils, c'est ça en fait la synthèse de ce qu'il faut retenir. Peut-être pour terminer, un petit mot chacun que vous voulez que l'Assemblée en fait retienne pour cette fin de conférence. Je vous laisse prendre la parole. Est-ce que Naya, tu veux dire quelque chose ? Beaucoup de choses. Il nous reste 3 minutes. Non, qu'il faut s'intéresser à toutes ces lois, que c'est très bien. On va devoir avancer avec l'IA, comme tu as pu le dire. Ça peut faire beaucoup de choses. C'est très bien qu'on s'y mette, c'est très bien qu'on avance avec, mais faites-le prudemment et mettez pas tout votre cerveau dedans. Et quand même votre petite réflexion à côté. Sachez certaines choses qu'on n'est pas obligé d'automatiser, qu'on n'est pas obligé d'utiliser l'IA pour tout, et continuer de vivre à côté, c'est ce qui fait de nous des humains quand même. Manaëlle ? Moi, je vous inviterais à prendre votre téléphone ou votre ordinateur, à taper IA éthique MOOC du numérique responsable. Et en 1 heure, vous pourrez être sensibilisé aux enjeux et aux impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'IA. Parce que le changement, il commence par nous. N'attendez pas que les entreprises, les gouvernements le fassent. Incarnez-le déjà à votre échelle. Balayez devant chez vous. Et après, vous pourrez attendre des autres qu'ils changent. Le monde ne va pas se modifier avec une poignée de personnes 100% parfaites, mais avec 7 milliards d'habitants comme vous et moi qui font leur part pour un monde plus éthique, plus durable, ou en tout cas un monde vivable. Déjà, si on arrive à survivre, c'est une bonne chose. Désolée, je ne voulais pas terminer sur une note aussi négative. Mais c'est la réalité des faits. Incarnez ce changement à votre échelle, soyez le changement que vous voulez voir autour de vous. Et pour ça, il y a plein d'outils, notamment ce MOOC éthique de l'IA du numérique responsable, je le répète, qui est réalisable en 1 heure de temps. Merci, ça nous rendra tous acteurs. Et Franck, peut-être pour terminer, désolé. Oui, de mon côté, moi je suggérerais fortement de continuer à comprendre comment fonctionne l'IA. En fait, on le voit vraiment comme une boîte noire. En plus, on met ce terme IA qui regroupe énormément de choses différentes. En fait, il y a beaucoup de LLM, de modèles de langage, mais je conseillerais vraiment de vous renseigner sur la partie LLM et d'essayer de, vous pouvez le faire, de peut-être, on a pas mal de développeurs aujourd'hui ici, tester, c'est possible dans la console de Scala par exemple. Une expérience que j'aime bien faire, c'est quand je fais des démos de LLM, donc la couche bas niveau, pas quelque chose d'intégré avec beaucoup de pré-prompt qui peut paraître un peu mystique, c'est augmenter juste le paramètre qu'on appelle température d'un modèle, mettez-le à 1,2, 1,3 et regardez ce qui sort. Et vous allez voir qu'en fait, c'est juste un paramètre et ça va vous sortir en gros une suite de mots dans plein de langues différentes qui n'a aucun sens. Et c'est important de comprendre, et quand vous tirez cette pelote de pourquoi est-ce que ça fait ça,
Après, vous allez comprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement, sur le côté heuristique, les probabilités, d'où viennent les données. Et je pense que c'est important de le démystifier parce qu'on a tendance à parfois survendre certaines choses, d'autres les sous-utiliser. Mais dans tous les cas, apprendre comment ça fonctionne, c'est vital pour cette technologie qui va être une des technologies clés des années à venir. Et je constate que c'est les gens qui comprennent comment ça fonctionne qui s'en servent à bon escient aujourd'hui. Donc il ne faut pas se dire c'est trop compliqué pour moi. Il y a plein de contenu pour comprendre. Allez-y et voilà, rentrez dedans et apprenez. Excellent, merci beaucoup. On arrive au bout. Je crois qu'on peut les remercier et puis les applaudir. Merci à toi. Alors je suis désolé, mais en fait on a pris tout le temps qu'on nous a donné, pile poil. On n'a pas le temps de faire des questions-réponses. Par contre, on vous invite en fait à venir sur le stand de ScaleOS. On va s'y poser quelques minutes après la table ronde si vous voulez venir nous poser quelques questions. Je vous remercie à tous. Merci.